m'a dit Ammar al-robot ma yaftah al-bnadem. On allait au Maroc, tiens-toi bien, battre le record du monde de chirurgie à distance. Le professeur Ardouan Simlali, c'est un gars qui est visionnaire. Il m'a dit écoute, rêve en grand. Ce que tu me demandes là, vas-y, réfléchis, dis-moi ce que tu veux pour développer le truc et reviens vers moi, on va le faire. Là, avec le robot, il n'y a pas de temps? Ben non, Pas non, du tout? presque pas. 70% des patients opérés au Maroc sont opérés dans des cliniques privées. J'ai toujours su en fait que le changement était difficile à asseoir. Quand on voit un gars qui vient nous bousculer, la plupart du temps, il y a de la résistance, il y a des forces d'inertie, beaucoup de forces d'inertie qui empêchent les gens d'avancer. À partir de 50 ans, tout le monde doit aller se faire dépister du cancer de la prostate parce qu'on peut les guérir. Beaucoup de gens au Maroc disent que la chirurgie robotique, c'est trop coûteux, c'est trop avancé pour le pays, qu'on devrait peut-être se concentrer sur des problèmes un peu plus élémentaires qu'on a encore dans le pays. Mais je pense que toi, tu n'es pas vraiment de cet avis-là. On va en parler. Tu as travaillé à Nice pendant 14 ans, je crois. À Nice Depuis pendant 8 ans. À Nice. 8 ans. Alors depuis 2012, j'ai fait des hôpitaux parisiens. J'étais à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris, puis Diaconès, puis j'étais à Nanterre aussi. Et puis en 2017, j'ai été approché par un ami collègue qui voulait monter le service d'urologie et d'oncologie robotique à Nice. Mhm. À l'époque, pour l'anecdote, c'était en 2016, 2015-2016. En 2015, en fait, le CHU de Nice n'était pas classé du tout. Ok. Et, en France, ils ont une revue qui classe les hôpitaux et qui classe les hôpitaux et les services en fonction des organes et des pathologies. Avant, on n'était pas classé du tout à Nice. Mhm. Et depuis mon arrivée en 2015, c'est un travail d'équipe. Évidemment, c'est pas moi, hein, mais c'était un travail d'équipe avec tous mes collègues. Eh bien, on est passé de plus de 50 à 3e en France Ah en ouais, termes de volume de traitement de cancer de prostate. Donc génial. voilà, donc depuis 2016, je suis à Nice, pour répondre à ta question. Et donc, tu as fait beaucoup de chirurgie. Tu as été exposé du coup à la robotique depuis ce Exactement. temps-là. Donc, tu en as beaucoup fait. Et puis, plus récemment, depuis 2 ans là au Maroc, Absolument. tu en fais beaucoup aussi. Et il me semble que tu as fait une petite étude où tu t'es rendu compte en fait que les résultats de la chirurgie robotique au Maroc sont meilleurs que là où tu étais à Nice, il me semble. Exactement, tu es très bien renseigné. Mais Alors, pourquoi ça? Est-ce que tu as les chiffres? j'ai des chiffres. Alors, donc, parce qu'en fait, la robotique, c'est tout un écosystème. Mm. Et il est très important de savoir ce qu'on fait, d'évaluer ce qu'on fait. Donc, quand on a mis en place le programme robotique, on était les premiers au Maroc, et ça, c'était vraiment magnifique, c'était en mai 2024, eh bien, il fallait mettre en place tout un écosystème. Il fallait former les ingénieurs, les infirmières, etc. Et parmi tout ce qu'il fallait faire, il fallait collecter les données. Mm. Les données opératoires et les données de suivi des patients, Mhm. pour voir les données de suivi. Taux de guérison du cancer, par exemple, Ouais. taux de récupération de la continence, parce qu'on fait principalement du cancer de prostate, de la chirurgie du cancer de prostate, Mhm. et pour qu'on puisse comprendre, en fait, quand on opère le cancer de la prostate, eh bien, il y a des organes très importants autour, le muscle qui est responsable de la continence, Mhm. les nerfs qui sont responsables de l'érection. La continence, c'est ce qui nous permet, toi et moi, de retenir nos urines, là maintenant, par exemple. Mhm. Mhm. Et quand on se fait opérer de façon conventionnelle, eh bien, c'est un petit muscle qu'on lèse pendant la chirurgie, et du coup, les gens sont incontinents, ils n'ont plus d'érection pour Mhm. avoir des rapports, etc. Mhm. Et la chirurgie robotique, elle permet, en fait, grâce à une vision agrandie, grâce à des gestes plus précis, à retirer plus efficacement les cancers, donc un taux de guérison plus important, tout en préservant les nerfs responsables de l'érection, la continence, etc. Donc il y a des données qu'on peut collecter. Oui. Et donc ces données-là, il était important de les suivre du début à la fin Mm. en termes de saignement, de température, de douleur post-opératoire, de guérison du cancer, de taux de continence, c'est-à-dire à quel moment les gens arrivent à retenir leurs urines, Mhm. les érections, etc. Et donc du coup, j'avais des résultats et je les ai comparés aux résultats qu'on obtient à Nice sur Mhm. la même période dans un centre qui est expert en chirurgie robotique depuis 2006. Et on s'est rendu compte que les résultats allaient pour être modestes étaient similaires. Mais quand on creuse en fait un petit peu, quand on gratte un peu sur certains critères, notamment la continence, eh bien, on a de meilleurs résultats ici. Je ne peux pas te l'expliquer. Mhm. Peut-être on fait pas plus attention, mais les patients sont. C'est une chirurgie qui est chère, donc c'est des patients qui prennent soin d'eux, Mhm. qui ont une hygiène de vie qui est intéressante. Ok. Autre chose, le robot qu'on a acquis ici, c'est un robot qui est différent. Il a une vision
plus précise, plus Mhm. agrandie. Donc, je pense qu'on voit mieux les tissus. Mais bon, il va falloir plus de recul pour pouvoir vraiment tirer des conclusions par rapport à ça. Mhm. Mais on fait très bien au Maroc, Ouais, c'est mieux intéressant. qu'ailleurs. C'est très Et c'est intéressant. magnifique, c'est On va en magnifique. parler, bien sûr. Mais j'aimerais retourner un peu Dis-moi. à l'époque où il fallait que tu choisisses du coup ta carrière. Et je pense que toi, tu as toujours été intéressé par les maths, les C'est ça, statistiques. Tu as même pensé exactement. faire ingénierie à un moment donné. Absolument, absolument. Et puis, tu as choisi médecine parce que j'imagine aussi tes parents sont Absolument, chirurgiens. absolument, Donc, on peut absolument. peut-être parler de Bien leur sûr, impact. bien sûr. Et aujourd'hui, tu fais de la robotique. Donc, tu es un peu dans ton élément là. Exactement, de Tu la fais de robotique, la de l'intelligence médecine. artificielle Exact. et tout. Je suis un petit peu entre les deux. Ouais, Donc j'ai pu réunir mes deux passions c'est finalement. ça. C'était difficile de choisir. Mes deux parents, Allah yakhlihoum, ils sont tous les deux chirurgiens. J'ai un papa neurochirurgien, une maman chirurgien pédiatre. Mhm. Et j'étais, depuis mon enfance, j'étais impressionné pas forcément par ce qu'ils faisaient, par le côté noble du métier, ils étaient en fait, ils exerçaient à Meknès. Moi, j'ai fait mon collège et mon lycée à Meknès. Mhm. Et Meknès, c'est une petite ville. Et quand leurs patients les rencontraient par hasard dans la rue, ben, il y avait une certaine admiration, une reconnaissance. Et j'ai adoré l'effet qu'avaient mes parents sur les gens. Tu vois, Mhm. ils savaient où on habitait, ils nous ramenaient des fruits, des trucs, tu vois, des cadeaux, de l'huile d'olive. Mhm. C'était magnifique parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais ils ne s'en rendaient pas compte, mes parents, mais ils transformaient la vie des gens. Mhm. Et ça, c'était magnifique. Et c'est comme ça que je me suis orienté vers ça, Ok. que j'étais passionné par ça. D'un autre côté, au lycée, j'étais très bon en maths et en physique. En physique chimie, j'étais très cartésien. Et du coup, je voulais comme ce que faisaient à l'époque les gens qui étaient bons en maths et en physique, aller vers une école d'ingénieur. Mhm. Et j'ai hésité jusqu'au dernier moment, c'était l'été, j'ai hésité jusqu'au mois d'août pour qu'au final, je choisisse de faire médecine, ici au Et Maroc. tu dis aussi que tu as toujours été results oriented, je sais pas comment dire ça en français, Results mais tu aimes oriented, bien exactement. voir les résultats immédiats. Absolument. Ça, au départ, en fait, quand on est embarqué dans les études médicales, on s'en rend pas compte. Les études sont longues. Ouais, On voit pas tout de suite l'intérêt, ouais. l'effet de ce qu'on fait. On voit pas tout de suite le résultat. Et du coup, au début, on est un peu démotivé. Mais à un moment donné, quand on commence à discuter avec des patients, quand on fait des stages à l'hôpital ou Mm, des stages d'externat, où on ne traite pas, on est là, on participe aux visites, aux consultations, etc. C'est là où on voit qu'en fait, on peut avoir de l'impact. mm, Et puis à un moment donné, il faut choisir une spécialité. Pas mm. forcément. Enfin, là, actuellement, la spécialité, la médecine générale est une spécialité. Donc là, maintenant, même les généralistes, ce sont des spécialistes en médecine générale, parce que ce n'est pas Ok. facile. Et du coup, il fallait choisir une spécialité. Mhm. Euh, m- alors, la neurochirurgie est une spécialité très mathématique, en fait. Mm, Les nerfs, ils sont segmentés, et quand on a une douleur là, on sait que la lésion, elle est là. Donc, j'étais attiré par ça. Mon père était est neurochirurgien, pardon. mhm. Et du coup, je voulais m'orienter vers ça. Mais par contre, en fait, les résultats sont difficiles. Des fois, quand on a Mm, des lésions très profondes dans le cerveau, on n'arrive pas à les soigner. Des fois, en fait, on opère des patients. Je sais que en fait, c'est très important. C'est une chirurgie très, très importante. Mais on peut avoir un patient paralysé après la chirurgie. mm, Et ça m'a fait un petit peu hésiter. mm. Et quand j'ai découvert l'urologie, bah, j'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons. C'était magnifique parce que les résultats, on les voyait tout de suite. Mm, Tout de suite. Quand un patient n'arrive pas à uriner, on lui met une sonde urinaire, il est tout de suite soulagé. Avant, il y a une mm, douleur intense. mm, Et grâce à un petit geste, mm, on arrive à le soulager. Et ça on voit tout de suite l'impact. mm, Les cancers urologiques, on va y venir, j'imagine. Le cancer de la prostate, c'est un cancer, quand on le diagnostique tôt, on arrive à le guérir à 100%. mm, Le cancer du testicule chez mm. le jeune homme, quand on le diagnostique tôt, on peut le guérir à 100%. Les cancers de vessie, du rein, pareil. Et par des méthodes mini-invasives, on n'est pas obligé d'ouvrir. Les tumeurs de vessie, on peut passer par les voies naturelles pour les détruire. Mm. Les cailloux, on passe par les voies naturelles. On peut casser du caillou sans toucher le patient. C'est la Ouais. lithotripsie extracorporelle. Donc, et ça m'a plu. Mm, Et, euh, et du coup, il y avait une spécialité results oriented, orientée sur les résultats, mm. et qui m'a intéressé. Et du coup, j'étais, j'avais pris ma décision de
Mm. choisir ses spécialités au final. Mais pour faire un parallèle avec la façon dont les choses sont gérées en termes de santé au Maroc, en termes d'administratif, j'imagine, ou plus généralement, euh, il manque parfois cette impatience, cette urgence. On se plaint, en tout cas c'est la perception qu'on a de l'extérieur, que les choses sont assez lentes et que ça prend du temps pour que les choses se fassent. Ou Et ça, dans les, dans le système, on va dire, dans le système de santé en général. ce sont deux systèmes qui sont complémentaires. Bien sûr, le système de santé publique, on a les hôpitaux généraux publics et on a les hôpitaux universitaires. C'est là où les chirurgiens sont formés. Mm. Et, euh, et à l'hôpital public, il y a forcément un petit manque de moyens, un manque d'effectifs Mm. par rapport aux besoins énormes. Et du coup, les patients, quand ils débarquent, ils peuvent attendre longtemps avant un rendez-vous. Ouais. Chose qui n'est pas toujours vérifiée en libéral. En libéral, eh bien, les patients sont vus très rapidement. Mhm. En fait, une petite statistique, en fait, 70% des patients opérés au Maroc sont opérés dans des cliniques privées. 70. 70%. C'est un chiffre à vérifier, mais c'est le chiffre que j'avais en tête. Une grande majorité des patients opérés au Maroc sont opérés dans des cliniques privées, en fait. Ah ouais. Voilà. Et là, grâce à la généralisation de l'assurance maladie, eh bien, les patients, ils ont le choix Mm. d'aller en libéral ou d'aller vers le public. Mm, mm, Parce que la plupart des soins sont remboursés. On ne parle pas de la chirurgie robotique, Oui. qui reste chère. Mm. Mais la plupart des soins sont remboursés, que tu ailles à l'hôpital ou que tu ailles en clinique. D'accord. Mais ça, c'est une question, je pense que beaucoup se posent, surtout quand on pense justement à toutes ces innovations et la chirurgie robotique, etc. C'est-à-dire combien de temps ça va prendre pour que ça commence à ruisseler sur la santé publique et qu'on commence à voir ça dans les hôpitaux publics? Alors, toute la partie investissement, je pense que là c'est bon. Le gouvernement investit massivement dans les hôpitaux. En fait, rien que cette année-là, il y a eu des hôpitaux publics qui ont acheté des robots. Il y a un hôpital à Agadir, à Rabat, etc. Ok. Ici aussi, je pense, je ne veux pas te raconter de bêtises. Donc en fait, l'investissement est là. Mais il ne suffit pas d'avoir un robot pour construire un programme de chirurgie robotique, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mm. C'est tout un écosystème. Il faut tout d'abord former des chirurgiens à la chirurgie robotique. Pour être formé à la chirurgie robotique, en fait, je prends toujours l'analogie de l'aviation. Pour être pilote, il ne suffit pas d'avoir un avion. Il faut Bien sûr. d'abord l'étudier. L'étudier, il y a des diplômes universitaires, il y a des centres de formation. Mhm. Ça, c'est toute l'étude théorique. Comme en aviation, il y a des simulateurs. On a des simulateurs en chirurgie robotique. Tout ce qui est simulation virtuelle et simulation sur un être vivant ou sur un cadavre. Mhm. Tout ça, c'est de la simulation. Et ça se fait dans des centres de formation. Mhm. La simulation, on peut en fait, grâce à des logiciels d'IA, en fait, simuler un acte opératoire. Donc il faut faire une vingtaine d'heures au moins de simulation dans un simulateur virtuel pour savoir où se trouve, je dis n'importe quoi, la pédale de frein, où se trouve en fait le zoom, etc. Il faut en fait que le robot soit un prolongement de nos mains, de nos yeux, de nos pieds, etc. Mhm. Et après ça, une fois qu'on a fait ça, il faut être accompagné par ce qu'on appelle un proctor, ou un tuteur, ou avant on appelait ça ou quelqu'un qui va t'accompagner, qui a de l'expérience en chirurgie robotique, qui va petit à petit, surtout dans des chirurgies complexes comme la chirurgie de la prostate. Mm. La prostate, c'est un organe très profond, entouré d'organes très importants, Mm. donc il est très important de savoir bien l'opérer pour avoir de bons résultats. Mhm. Et en fait, il y a un compagnonnage à Nice. En fait, ce dont je te parle maintenant a été démontré en fait dans nos services, où on a vu en fait que grâce à ces structures de simulation, de compagnonnage, eh bien, on arrive au bout de 2 ans, on arrive à former un chirurgien à la chirurgie robotique, qui peut être autonome sur la majorité des interventions. Donc il faut au moins 2 ans, mais il faut un compagnonnage régulier. Il faut que
Par exemple, quand j'étais à l'IMM, pour apprendre, juste à titre d'exemple, pour apprendre à opérer au robot, j'ai passé 1 an à Montsouris. Montsouris, c'est un hôpital pionnier en chirurgie robotique en Europe, dans le monde. Mhm. C'est à Paris où j'étais là tous les jours au bloc, pendant 1 an, tous les jours. J'ai eu la chance d'avoir été accepté à cet endroit-là. Et tous les jours, j'étais au bloc opératoire à faire de la robotique et j'avais des procteurs qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné sur des gestes. On commence par un petit geste facile, le procteur est à côté, et puis petit à petit, un geste un petit peu plus difficile, puis une étape, puis un geste difficile, jusqu'au moment où on arrive à faire toute l'intervention. Et ça prend du temps. Mhm. Et moi, j'ai eu la chance de le faire. Donc, pour pouvoir démarrer un programme robotique, il faut former les chirurgiens. Mhm. Ça, c'est vraiment un enjeu, un challenge très important. Il faut former les infirmières. Mhm. Il faut en fait qu'il y ait un mindset. Il faut qu'on ait un bloc de programmes robotiques. Il faut prioriser la voie robotique. Et pour prioriser la voie robotique, il faut que tout le monde s'y mette. Les chirurgiens, les directeurs d'hôpitaux, etc. Mhm. Et aussi, tu as parlé d'hôpital, les organismes payeurs. C'est une technologie qui est chère. Parce qu'en fait, le robot coûte cher, Mhm. les instruments coûtent cher. Les Mhm. instruments ne sont pas, ils sont réutilisables sur un nombre donné. Il faut les utiliser 10 fois, après il faut les jeter. Mhm. Et ils coûtent très cher, le consommable coûte très cher. La maintenance, c'est comme un avion en fait. C'est-à-dire il faut toujours un ingénieur, un mécanicien, un navigant, je ne sais pas comment on appelle ça. Il faut Mhm. qu'on ait un technicien avec nous. Si jamais il y a une panne, il faut Bah qu'elle oui, soit réglée tout de suite. bah oui. Comme quand vous êtes dans un avion, il faut qu'on ait quelqu'un pour s'occuper des problèmes. Mhm. Et aussi, il faut qu'il y ait du financement. Alors, c'est une chirurgie chère. Je pense qu'on va mettre le pied dans le plat tout de suite. C'est-à-dire que l'investissement initial est cher. Mhm. D'accord? Mhm. Je vais prendre 2 minutes pour développer ce point-là parce qu'il est très, très important. Mhm. Par contre, la chirurgie robotique, grâce à la vision agrandie en 3 dimensions, les gestes précis, et bien sûr, il faut un chirurgien expérimenté, Mhm. eh bien, il y a moins de douleur, moins de saignement. Mhm. La cicatrice, elle est secondaire. On a des toutes petites cicatrices, mais ça, quand on soigne un cancer, c'est assez secondaire. Mhm. Donc, les patients sortent d'hospitalisation le jour même, voire le lendemain. Mhm. Il y a un retour très rapide au travail, Mhm. à toutes les activités sociales, etc. Donc déjà là, quand on voit ce côté-là, il y a un gain financier puisqu'un patient va retourner rapidement au travail, donc il y a une productivité supplémentaire. Oui. Si on voit l'efficacité de la chirurgie robotique, les patients, ils ont moins de complications. Et ça a été démontré par une étude canadienne qui a comparé chirurgie conventionnelle versus chirurgie robotique en Mhm. termes de coûts. Mhm. Et au bout de 3 mois, ils ont démontré qu'en fait, la chirurgie traditionnelle coûte plus cher au système de santé. Parce qu'il y a plus de complications, plus de réadmission au bloc opératoire pour régler les problèmes, plus de consommation de soins, plus de récidives, c'est-à-dire plus d'échecs de traitement. Et quand on dit échec de traitement du cancer, Mhm. eh bien, il y a des traitements coûteux qui viennent par la suite. Mhm. Radiothérapie, chimiothérapie. Donc quand on dézoome un petit peu et quand on voit le système de santé dans sa globalité, eh bien, on se rend compte qu'en fait, en investissant au départ, eh bien, in fine, le coût global de la prise en charge, il est moins cher et donc même les organismes payeurs vont être gagnants. Voilà, donc Mhm. et du coup, c'est ce que j'espère un jour nos organismes payeurs vont comprendre, c'est-à-dire l'investissement est là. Hein. Il y a des chirurgies robotiques, il y a des plateformes robotiques qui vont être installées dans les hôpitaux. Mhm. Il faut que la chirurgie robotique soit remboursée par la sécurité sociale pour encourager justement Ok. au développement de ces technologies-là. Et c'est comme ça, en fait, qu'on pourra voir le programme robotique se déployer. Mhm. Sinon, ça ne va pas, disons, prendre l'ampleur espérée. Mhm. C'est très intéressant. J'aimerais bien comprendre un peu plus la situation, justement, toutes ces questions de formation, la question, tu as dit qu'en fait, on a des robots ici au Maroc, donc j'aimerais bien savoir en termes d'équipe, etc. Bon, on peut aller plus en détail, mais avant, j'aimerais qu'on retourne quand même au tout début, parce que on disait du coup que tu étais à Paris, à Nice, c'est là où tu t'es formé le plus. Et il me semble qu'en 2012, quand tu as été exposé la première fois à la chirurgie robotique, tu as tout de suite eu l'envie de la ramener ici, au Absolument. Maroc. Ah oui, mais oui. Et tu as fait une petite tentative qui a échoué, où on t'a pas vraiment Je vais te écouté. raconter un truc. Vas-y. Alors, à l'époque, moi j'ai eu la chance d'avoir été accepté aux États-Unis, au Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Mm. C'est le centre référent
en oncologie, Oui. en oncologie urologique. Et c'est grâce à un collègue marocain, il s'appelle Twijer Karim. Mhm. C'est lui qui m'a ouvert les portes. Je lui avais envoyé un email et tout de suite il m'a dit viens. Comment ça? Juste comme ça? Tu le connaissais pas? Je le Tu as... connaissais pas, je le connaissais pas. Lui, il était connu, Oui. mais moi, il me connaissait pas. Donc je lui ai dit écoute, je suis médecin marocain en formation. Est-ce que je peux venir me former? Il m'a dit oui. Tout de suite, l'après-midi même, Wow, c'était c'était un- improbable quand même. très improbable. C'était une bouteille à la mer hein, que j'ai Et envoyée. qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, je vais juste envoyer cet email? Qu'est-ce qui a fait ça? Alors, c'était bon, c'est pas très politiquement correct, mais je vais te raconter quand même parce que ça va intéresser. À l'époque, malheureusement, c'était triste de mon point de vue parce que j'étais en début de ma formation, j'étais interne d'urologie à l'époque. Et à partir de 10 heures du matin, on avait un bloc opératoire où on opérait un patient, 2 patients max par jour. On était plusieurs médecins en formation. Hmm. À 10 heures, on a fait le tour et à 10 heures, on n'avait rien à faire. Waouh. Et ça, c'est horrible. C'était en quelle année? ans. C'était il y a quelle année, tu as dit? Oui. C'était en 2007. 2007. Mhm. Euh, mais c'est déprimant. C'est-à-dire quand on a 5 ans pour apprendre un métier Bien très sûr. prenant, très dur, où il y a beaucoup de choses à apprendre, et on se retrouve à 10 heures à boire un café avec les collègues. Hmm. Je détestais ça. À l'époque, j'ai envoyé. Euh, alors, il y avait un tropisme en fait pour la France. Mhm. On envoyait des emails pour aller passer un stage. Tous les chirurgiens ici, ils ont passé quasi tous un stage en France, mais c'est un stage où tu viens, tu regardes, tu fais des choses, mais où tu n'apprends pas vraiment. Hmm. J'avais envoyé, pour être honnête, plein d'emails aux collègues français personne ne m'a répondu. Hmm. Quand tu vois, je suis étudiant en première année, voilà, j'ai envie de venir apprendre chez vous, ben, on néglige le mail. Jusqu'au jour où je me suis dit, j'ai commencé à bouquiner, à lire, j'ai vu qu'en fait, j'aimais l'urologie, j'aimais la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire les nouvelles technologies, Mhm. et j'aimais l'oncologie, la cancérologie. Mhm. Et j'ai cherché sur Google à l'époque. Non, non. On dirait que C'est ça, que c'est... exactement. Là, il y a ChatGPT. Donc, à l'époque, j'ai mis meilleur centre d'onco-urologie au monde et il y avait MSKCC. Je savais que ce collègue-là, qui est maintenant un très bon ami à moi, il y est. J'ai envoyé un mail. Comme tous J'ai- les mails, tous les autres. Non, non, moins élaboré, parce que j'y croyais pas. Oh, Il y avait waouh. 3 lignes, Waouh. je te jure. Il y avait 3 lignes. Je l'ai encore ce mail. Bonjour, je suis médecin interne au Maroc et parce que même malgré les conditions, j'avais publié pas mal d'articles à l'époque, d'articles Ah, scientifiques qui étaient référencés dans des revues internationales, ok. avec les moyens de bord. Ça, c'était un effort personnel. Bah, à 200% personnel. Hmm. Et du coup, j'ai envoyé mon CV. Je ne pense pas que ce soit mon CV qui l'a impressionné, parce qu'au mémorial, il recevait des CV de partout. Et il a vu... il y avait aucun Marocain qui avait postulé à l'époque pour Hmm. ça. Il m'a encouragé, il m'a dit oui, vas-y. Comme quoi? Vas-y, il faut passer ça, ça, ça. Il y a des conditions, il faut passer des examens, des trucs comme ça. Hmm, hmm, Et j'ai dit, allez, banco, on y va. Et j'y suis allé. Et c'était une des plus belles expériences professionnelles de ma vie parce que j'étais à Fès, dans un hôpital périphérique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le CHU. On exerçait dans un centre périphérique où les conditions étaient plus que rudimentaires. hmm. C'était la préhistoire, pour ne rien te cacher. Et je débarque dans un centre où il y a les moyens. Et c'est là où j'ai assisté à la naissance de la chirurgie robotique. Parce qu'en fait, c'est un centre qui faisait beaucoup de chirurgie mini-invasive. À l'époque, la celluloscopie était encore à la mode et il y avait beaucoup de celluloscopie. Hmm. Et j'ai vu les premières versions du robot chirurgical à Tu te l'époque. souviens les pensées qui te venaient quand tu voyais Alors, le contraste un contraste, mais hallucinant. Hallucinant. J'étais comme un enfant qui voyait un truc. C'était incroyable. Ça n'avait rien à voir. Il y avait beaucoup de moyens. Parce qu'à l'époque, alors il n'y a pas que les moyens, pour être honnête avec toi. Il y a aussi une question de mentalité. Mhm. C'est quoi le contraire de défaitisme? Il ne faut pas être défaitiste, c'est-à-dire qu'on peut Mhm. travailler dans des conditions pas faciles,
Il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas se dire ah, ça fait, c'est bon, hein, il n'y a pas les moyens. Donc voilà, il faut toujours forcer les choses. Mm. Il faut toujours faire forcer les choses. Donc il y avait un optimisme, il y avait des moyens incroyables. Mm. Il y avait des gens qui faisaient de la recherche, il y avait des statisticiens à gogo, des attachés de recherche clinique. Au bloc opératoire, il y avait je sais pas, 17 salles opératoires. Et on faisait de la bonne chirurgie, on faisait régulièrement des réunions où il y avait des sommités, les sommités internationales d'onco-urologie, ils étaient là. Donc toutes les semaines, j'étais à un congrès international. Et c'était magnifique. Donc j'ai appris beaucoup de choses. L'esprit de rigueur, la recherche scientifique, etc. Et tu te dis, mais jamais je reviens au Maroc. Si, je voulais revenir au Maroc. J'y suis allé. Alors c'était, à l'époque, l'idée c'était d'aller aux États-Unis et de revenir au Maroc. Je suis Mais revenir revenu au Maroc pour faire quoi comme... pour développer ça. Ok. Ouais, je sais, Je j'étais t'ai fou à dit, je vais l'époque. être la personne qui Ouais, va... je me suis dit ça. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Assumer, Ouais, bah ouais, oui. bien sûr, je me suis dit ça. Ouais, non, il faut. Alors, pour être. Moi, je suis aussi fan de tennis. Ok. Je suis fan de tennis. Et j'ai beaucoup suivi, disons, la rivalité entre Federer, Nadal, Djokovic. Djokovic, il y avait Federer, Nadal, c'était des légendes. Ouais. Et Djokovic, il commençait, et il a dit un jour, je vais battre les deux. Alors tout le monde dit bah, arrête, tu es mal classé, etc. Donc il faut croire en ses capacités, même si tu ne vas pas y arriver, Mm. probablement. Mm, mm. Il faut y croire. Si tu veux, si tu te dis oui, je vais pas y arriver, tu vas jamais y arriver. Bah, Si tu te c'est dis je ça. vais le faire, Au moins, même tu... des trucs fous, bah, tu vas les faire. Mm. Tu auras plus de chances de les faire si tu y crois Mm. que si tu te dis non. Bah. Et donc, je voulais faire avancer les choses. Le problème, en fait, c'est qu'aux États-Unis, on n'apprend pas à opérer parce qu'en fait, c'est très, disons, réglementé. Mm. En France, et du coup, grâce à mon passage aux États-Unis, grâce à ce passage-là, les portes se sont ouvertes. Mm. Et là, je pouvais aller là où je voulais. Donc, je suis allé à Paris, à l'Institut Montsouris. C'est là où ils ont inventé la chirurgie mini-invasive de la prostate. Mhm. Et c'est là où il y a une formation pratique à la chirurgie robotique. Parce qu'en fait, un médecin, un chirurgien, il fait du bloc opératoire, Mhm. il fait de la consultation, Mhm. il fait des visites au lit des patients. Donc moi, pour apprendre à faire ça, j'ai viré la consultation, la visite, et je suis allé Tu pouvais un faire an. ce choix en tant Je que... pouvais faire ce choix parce qu'en fait, je n'étais pas payé. Ah, d'accord. Je n'étais pas payé, donc j'ai choisi ce que je voulais. Je voulais apprendre à opérer. Mhm. C'est intéressant qu'à un jeune âge, tu aies compris qu'en fait, il faut aller direct au bloc opératoire, en fait, et que c'est là où ça se passe, en Mais fait. bien sûr, C'est là où tu dois ce n'est développer. qu'en forgeant qu'on devient forgeant. C'est la même chose pour la chirurgie robotique. Mm. C'est la même chose pour la chirurgie. Plus on opère, mieux on est. Mm. Et même après 2012, je voulais rentrer. Mais là, c'est intéressant. Parce que... C'est un peu de drama. Ouais, en fait, je pense que il y a un temps pour tout. Je pense qu'on n'était pas prêt et c'est peut-être pas plus mal. Mm. Il n'y avait pas toutes les conditions requises pour développer disons, la chirurgie moderne. Mhm. Donc, je suis arrivé avec mon dossier, avec des collègues, avec un collègue. On a étudié le projet. J'ai encore le dossier, je l'ai retrouvé, tu sais, en préparant cette interview. Je C'est suis allé vrai? voir. J'ai retrouvé le dossier que j'avais préparé T'avais mis quoi dedans? d'acquisition. Comment acquérir, comment mettre en place un programme de chirurgie robotique. C'était T'avais bien quel détaillé. âge? Ouais, j'étais quand même, j'avais quoi, 28 ans, 29 ans? Ah, quand même, c'est assez jeune. Et tu t'es 28 dit, ans, je vais faire 29 ans. tout un programme à Programme de proposer. chirurgie robotique, bah, je n'ai pas inventé ça, ça existait déjà ailleurs. Ouais. Hein. Donc j'ai pris le truc, je l'ai adapté à notre contexte Mhm. et je suis allé voir un responsable. Et tu t'es Très- dit, c'est sûr qu'ils vont être intéressés parce que... Non, je suis pas, je suis quand même, assez lucide. J'ai toujours su en fait que le changement était difficile à asseoir, que les gens aimaient bien leur zone de confort, que si par exemple, je viens te voir et je te dis viens on change de micro, etc. Tu vas me dire ah non, je Ouais, préfère que ça. ouais. Et on est toujours bien Mm. là où on est. Et quand on voit un gars qui vient nous bousculer, la plupart du temps, il y a de la résistance, il y a des forces d'inertie, beaucoup de forces d'inertie Mhm. qui empêchent les gens d'avancer. Donc non, j'étais pas optimiste, mais je me suis dit, why not, pourquoi pas? Parce que ça allait intéresser le responsable, parce que ça allait être lui qui allait mettre en place le programme robotique. Mhm. Et tu sais ce qu'il m'a dit en arabe, alors qu'il est du domaine, il est médecin. Et il m'a dit,
عمر الرobot ما يفتح البنادم. Jamais un robot ne va opérer un humain. Sachant que moi, ça faisait 1 an que je faisais que ça. Bah oui, il doit être quand même conscient que ça se fait ailleurs. Enfin, c'était connu, Mais c'était oui, une mais il ne savait information. pas. Mais il ne savait pas. Je pense qu'il ne savait pas. Ce n'était pas de la mauvaise foi, je pense, mais je pense qu'il ne savait pas. Il m'a dit عمر الرobot ما يفتح البنادم. Et Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai récupéré mon dossier. Je te jure. Parce que tu peux convaincre quelqu'un si vous êtes à un niveau, à 2 niveaux, disons, Désaccord, d'agreement, ouais. d'accord. Mm. D'accord. Si le gars, il est à l'opposé, Ouais, ben, il faut d'abord que je lui dise non, le robot, c'est bien. Enfin, ouais, donc je me ouais. suis dit, Ouais. il m'a dit, il était catégorique, non. Mm. Donc je me suis dit, ok, c'est pas le moment. Enfin, j'ai pas dit c'est pas le moment, je savais pas ce qui allait se passer. Et du coup, et j'ai vu que c'était difficile de. Je me suis dit, allez, on va faire de la celluloscopie. Mhm. Celluloscopie, alors la robotique, c'est de la chirurgie minimale invasive, c'est-à-dire au lieu d'ouvrir, on met des petites incisions, Mhm. on met des instruments, Mhm. et les instruments sont connectés au robot chirurgical que nous, on contrôle via une console de chirurgie. Ok. Mhm. D'accord. Avant ça, l'ancêtre, c'est la celluloscopie. La celluloscopie, on avait un écran en 2 dimensions, on mettait des instruments, c'était déjà une révolution, et puis on opérait de l'extérieur avec nos mains, Mhm. et on voyait en 2 dimensions. Mhm. Donc c'était déjà bien, donc je voulais développer ça. Pour le faire, c'était toute une histoire. Personne n'était intéressé. Mm. C'était un contexte compliqué. Il y avait des grèves. Mm. Et donc, pour faire un patient ou une patiente, il fallait. J'étais à 14 heures. À 14 heures, j'étais ultra fatigué. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de faux problèmes à régler. La bouteille de gaz, ما كايناش. علاش ما كايناش؟ كتمشي كتجيبها à la DRAC. Waouh. Tu vas la chercher et tout. Donc, c'était compliqué Ça, c'était en 2012. en 2012. Et donc, j'ai vu que toutes les portes étaient fermées. Ça a duré combien de temps avant que tu te 6 dises- mois. 6 mois. Ok. Toutes les portes étaient fermées. Et comme j'avais quand même un bon CV, j'ai fait les meilleurs centres d'urologie, d'onco-urologie. Et j'avais des portes ouvertes, j'avais des collègues qui n'attendaient que ça pour me recruter à Paris, en Mm. France. Mhm. Et c'est comme ça que je suis parti en France, à l'époque. Et j'y suis resté de 2012 à 2024. Mhm. Et tu n'as plus réouvert cette porte de peut-être Non. rentrer au Maroc. Alors, j'ai toujours voulu rentrer au Maroc. Je suis marocain. Mm. J'ai toujours voulu rentrer au Maroc parce que c'est là où j'ai ma famille. Enfin, c'est là où on se sent appartenir voilà, à la terre, etc. Mais je ne voulais pas faire du système D. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de collègues, en fait, et c'est bien aussi, hein, il faut soigner les gens, qui rentrent, et comme il n'y a pas ce qu'il faut, eh bien, on dépanne. Mhm. Moi, je voulais pas dépanner, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour apprendre à faire à pratiquer de la médecine d'excellence, de faire les choses bien. J'avais pas envie de me retrouver je faisais que de la chirurgie robotique, je faisais de la transplantation rénale, des choses comme ça. Et donc, non. Je me suis dit, tant que. En plus, alors, la France, c'est pas loin. Donc, je venais très souvent pour ma famille, etc. Donc, ça, je le faisais. Mhm. Je faisais du consulting. J'avais beaucoup de collègues qui demandaient mon avis. J'ai soigné beaucoup de patients marocains en France. Mhm. Donc, j'ai quand même, à mon échelle, contribué quand même à l'évolution de la médecine marocaine, etc. Mais à mon échelle, encore une fois. Et du coup, je n'étais pas prêt à rentrer à n'importe quelle condition. Et en 2024, du coup? En 2024. Quelle belle année. En 2024, en fait, ça a commencé depuis le processus s'est mis en marche quand on a libéralisé le système de santé au Maroc. Mm. Il faut savoir qu'en fait, à l'époque, je pense il y a 6 ans, il y avait des cliniques privées, évidemment, mais il fallait être médecin pour investir dans une clinique privée, pour avoir une clinique privée. Tu ne pouvais pas avoir d'investisseurs Mhm. qui entraient dans les capitaux des cliniques. Il n'y avait que les médecins. Et les médecins, nous, on n'est pas des investisseurs. On n'est pas des managers, on n'est pas des ingénieurs. Mm. Ce qu'on faisait avant, ce qui est complètement louable, on est chirurgien, eh bien, on construit une clinique pour opérer. Et ça s'arrêtait là. Donc, on ne pouvait pas imaginer investir dans des technologies qui coûtent cher, etc. Mm. Et depuis la libéralisation de la médecine, il y a quelques années, Mhm. eh bien, il y a des capitaux étrangers, enfin pas étrangers, c'est-à-dire étrangers à la profession médicale, Mm. qui sont entrés. Et on a beaucoup investi dans la médecine. Il y a des groupes privés qui sont connus au Maroc, où ils ont beaucoup de cliniques et qui investissent beaucoup. Mhm.
Et c'est grâce à ça, je vais citer son nom parce que c'est lui qui était derrière tout ce projet-là. Tout ce projet-là. C'est professeur Redouane Smlali. Mhm. Il est très connu. Lui, il est président de l'Association marocaine des cliniques privées Ok. et il dirige un groupe de cliniques privées. C'est un gars qui est visionnaire. Il a, il a, il a tout de suite pensé à la possibilité de faire entrer le robot. Parce qu'en fait, euh, là, alors à l'époque, en fait, il y avait un seul robot, c'était le robot américain. Ça s'appelle le robot Da Vinci. Ils avaient le monopole. Et Mhm. ça les intéressait pas trop de rentrer au Maroc parce que eux, ce qu'ils voyaient, ils voulaient faire du chiffre. Mm. Ils voyaient PIB par habitant. Ils avaient un cut-off. Le Maroc ne faisait pas partie. Mm. Et donc, cette même personne, eh bien, ils ont essayé de faire entrer ce robot-là. Et puis, à un moment donné, il y a eu des concurrents. Il y a des robots asiatiques, des robots anglais, des robots. Voilà. Et là, on n'était plus menotté. On pouvait acheter d'autres robots. Mm. Et donc, il m'a appelé. Il savait que je faisais de la chirurgie robotique. Il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, on est sur un projet de développer le programme robotique. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai tout de suite dit oui. Vraiment, sans réfléchir, ça m'a même pas pris une seconde. Est-ce que tu... Oui, tu vois, parce que c'est ce que je voulais depuis le départ. Parce que Incroyable. j'ai toujours été triste de voir cette inégalité de soins. Mm. L'inégalité, c'est horrible. C'est-à-dire que en fonction de là où tu es né, Mhm. tu vas à une clinique ou à un hôpital en France, eh bien, tu as de la chirurgie robotique, tu as les meilleurs soins. Un Marocain, eh bien, il ne peut pas. Mm. Et même les Marocains qui avaient les moyens à l'époque, moi je me souviens d'une histoire qui m'a brisé le cœur. Ah, Mhm. c'est pas trop triste, t'inquiète pas, je vais pas plomber l'ambiance de ton podcast. Mais alors c'était avant Covid, c'était un collègue chirurgien qui avait un cancer de prostate et qui est venu se faire opérer chez moi à Nice. Mhm. Il est venu 2 jours avant la fermeture des frontières, je l'ai opéré et juste après shutdown. Il fallait lockdown, c'est ça quoi. Mhm. Confinement. Donc il était obligé de rester. Donc Les les frontières. frontières du Maroc étaient fermées. En France, il fallait être confiné, il fallait pas sortir. Et donc le pauvre, il était seul, loin de sa famille, et il a passé 3 mois dans un hôtel, Waouh. en post-opératoire, après une chirurgie de cancer. Et c'est là où je me suis dit, putain, la vie n'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce genre de technologie ici? Pourquoi est-ce qu'on doit voyager ailleurs Mm. pour se faire opérer? Quelle injustice. Et donc, quand on m'a proposé de venir développer l'activité robotique au Maroc, j'ai tout de suite dit oui, mais sous condition. Il fallait pas. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'acheter un robot. Si tu achètes un avion, tu ne vas pas pouvoir faire voyager des passagers. Il te faut un aéroport, il te faut un mécanicien, il te faut une agence, il faut Air France. Enfin, Mm. il faut beaucoup de choses et il faut des pilotes formés, des copilotes, etc. Et l'expérience a été tentée en 2014. On a juste acheté un robot Au Maroc. au Maroc, Mhm. dans un hôpital public. C'est tout. On l'a acheté très cher. On l'a déposé. On l'a déposé. On a essayé d'opérer avec. Vas-y, dis-moi, à ton avis, on a fait combien d'interventions avec? 10. Une demi-intervention chirurgicale, je te jure. Une demi-intervention. C'était une tentative d'ablation de vésicule biliaire. C'est l'intervention la plus simple, la plus classique. Et ça n'a pas marché. Et du coup, on l'a mis au musée. Ça n'a Voilà. pas marché, on s'est Ça dit n'a pas bon. marché. Voilà. On s'est dit c'est bon, on s'arrête là. Ça, on s'arrête là. Ok. Pour te dire en fait qu'il faut un vrai programme de chirurgie robotique. Il suffit pas de. Et donc quand je suis venu ici à Casa, j'ai discuté avec Sissi Melali, on a discuté et j'ai senti qu'il avait que c'était sérieux. Que c'était sérieux. Je lui ai dit voilà, il suffit pas d'acheter un robot, il faut ça, 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 ça. Mm. Il m'a dit pas de problème. Mm. Il m'a dit écoute, rêve en grand. Ce que tu me demandes là, vas-y, réfléchis. Dis-moi ce que tu veux pour développer le truc, Mm. même dépasser là où tu es, et reviens vers moi, on va le faire. Et j'ai dit, bon call, et on le fait. Et pour faire ça, je suis allé quand même essayer le nouveau robot. Mhm. J'ai vu qu'il était nickel. Et puis, il a été acheté par ses investisseurs. Et on a fait les premières interventions de chirurgie robotique ici à Casablanca, en Afrique. Waouh. Ça a En pris dehors combien de d'Afrique. temps entre l'appel et... C'était rapide. C'était rapide. Ça a pris 5 mois. Ah, d'accord. Entre l'appel, l'essai du robot, Mm.
l'acquisition du robot et le début du programme. 5 mois. Ce qui est très court. C'était à Casa? C'était à Casa. Ok. Et comment vous avez regroupé les équipes et tout ça? Alors ça aussi, c'était une partie du deal. Ben, il fallait recruter les équipes paramédicales, les infirmières, il fallait les former. Heureusement, en fait, il m'a dit, va voir cette personne-là, cette infirmière, cette major de bloc. Quand je suis allé la voir, elle était ultra méga motivée, c'est ce qu'il fallait. Elle m'a dit, oui, viens ici, t'inquiète, je me réveille à 5 heures du matin, je me casse à 23 heures. Donc, elle était très motivée. Donc, elle a été formée par les équipes du robot. Je l'ai formée aussi, je l'ai accompagnée. Ok. Les ingénieurs sont partis à l'usine qui fabrique les robots pour se former. Ils ont été formés. Et bien sûr, je suis venu, j'ai discuté avec les collègues urologues marocains. Je leur ai dit, écoutez, est-ce que ça vous dit qu'on lance l'activité robotique? Parce que bien sûr, je n'allais pas faire ça tout seul. Et j'avais des collègues qui étaient partants. Et le premier patient? Le premier patient, je ne l'oublierai jamais. Le premier patient, c'était le patient d'un collègue. J'ai formé aussi, alors les collègues, ils sont venus me voir à Nice pour voir la chirurgie robotique, pour les embarquer, pour voir les résultats. Venez voir comment ça se passe, parce que ce n'était pas connu du tout ici. C'était connu de réputation, mais pas comment ça se passe concrètement. Les collègues anesthésistes, les médecins réanimateurs, parce qu'en fait, il faut endormir les patients pour les opérer. Et c'est une anesthésie spéciale, parce qu'il ne faut pas bouger, parce que les bras sont à l'intérieur, etc. Donc eux aussi, ils sont venus dans mon centre à Nice pour se former. Et le premier patient, c'est un patient d'un collègue qui m'a dit, écoute, j'ai un patient qui a un cancer de prostate. Et est-ce que ça te dit qu'on l'opère? Et c'était le premier patient. Ça s'est super bien passé. Heureusement que, comme j'étais dans une voie universitaire à Nice, j'avais l'habitude de parler aux gens. Il y avait tout le monde qui regardait, il y avait des médias, etc. Tu avais la pression? Bien sûr, évidemment que j'avais la pression. Mais c'était une pression qui était maîtrisée. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on maîtrise le trac? Pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas le trac? C'est la pratique. Plus on en fait, plus on maîtrise, moins on a le trac, etc. Et comme j'avais des centaines, voire des milliers de chirurgies derrière moi, et c'était ce que je faisais. Et j'étais hyper excité, hyper content, et ça s'est très, très bien passé. C'est génial quand même que ce soit fait en 5 mois. Magnifique. C'est que les moyens ont été... Ah bah oui, les moyens, ils étaient mis sur la table et ça a été fait, mais rapidement, très rapidement. Et je suis vraiment reconnaissant à toutes ces personnes qui ont contribué, parce qu'évidemment, comme tu vois, il n'y a pas que moi, c'est toute une équipe, tout un écosystème. Et tu m'as dit, la première année, vous en avez fait 200, des chirurgies. La première année, on en a fait 200. Moi, en fait, j'ai toujours craint, parce que vu l'expérience dont je t'ai parlé, les forces d'inertie et la résistance. Imagine, tu es un chirurgien bien installé, tu as l'habitude de faire un truc et tu vois un gars plus jeune que toi qui te dit, écoute, il y a une chirurgie qui est meilleure, etc. Le premier réflexe, et c'est un réflexe humain, c'est de se recroqueviller, de dire non, ça, c'est pas bien. C'est une résistance qui est complètement naturelle. Et cette résistance-là était quasi absente. Les collègues étaient très enthousiastes. C'était impressionnant. Tout le monde voulait adhérer, prendre le wagon. Les patients, ils étaient très intéressés. Donc voilà, donc j'étais surpris. Moi, tu sais, Sism Lali, le PDG du groupe Encorad, qui a fait venir le premier robot, je lui ai dit, écoute, parce que c'est une chirurgie chère, je lui ai dit, ça c'est une autre partie, parce qu'on a parlé de coûts tout à l'heure, des personnes qui n'ont pas les moyens, etc. Je lui ai dit, écoute, c'est cher. On a fait une étude médico-économique à Nice et c'est très très cher. Pour pouvoir venir à l'équilibre, c'est-à-dire ne pas perdre d'argent, il faut faire un certain nombre de patients. Et en France, il faut en faire 450 par an. D'accord. Mais c'est un autre système de financement. Je lui ai dit, écoute, tu sais, les premières années, tu vas perdre de l'argent. Vous allez perdre de l'argent. Parce que moi, il fallait être honnête. Moi, je voulais que ça se fasse. Mais il m'a dit, c'est pas grave. Pas de problème. Au pire, on va l'investir pour la formation, c'est pas très grave. Allez. Donc, les premières années, partout ailleurs, on commence avec 50 interventions par an. À 50 interventions par an, on est perdant. La première année, ici, on en a fait 200. 200 interventions, ce qui est extraordinaire. Même par rapport à ce qui se fait en France. Quand tu vois les classements des hôpitaux français pour le cancer de la prostate,
Les meilleurs, c'est l'Institut Monceau, Mhm. là où j'ai été formé. Mhm. Eh bien, ils font 300 procédures de prostatectomie par an. Ok. Nous, la première année, on était à 150, ici au Maroc. Mhm. C'est magnifique. Alors Mhm. que j'étais à mi-temps, En plus. en plus. C'est Mhm. magnifique. Mhm. C'est extraordinaire. Alors, à quoi ça ressemble les équipes présentement qui font de la chirurgie robotique? Dans un bloc opératoire de chirurgie robotique, tu veux dire? Non, dans le pays en général, c'est-à-dire on a réussi à former combien de gens? Combien de gens sont impliqués? Euh, alors, il y a beaucoup de gens impliqués. Il y a, ça a été insufflé par une volonté royale au départ. Mhm. Et c'est comme ça, en fait, que toutes ces chaînes ont été cassées. Tout ce qui est introduction des investisseurs étrangers, au niveau de l'ordre des médecins, il fallait, voilà, ça a beaucoup facilité les choses. Mhm. Et là, en fait, il y a beaucoup d'équipes qui sont impliquées en fait à développer cette technologie-là. Mhm. Il y a des cliniques privées. Il y a une autre clinique privée à Casablanca qui fait de la chirurgie robotique. Mhm. Il y a l'hôpital militaire à Rabat qui vient d'acquérir une plateforme robotique. Mhm. Il y a les hôpitaux de la Fondation et d'autres hôpitaux dans le pays, et ça va continuer à se développer. Mhm. Mais bien sûr, avec des équipes de chirurgiens, il y a les équipes, les investisseurs, les ingénieurs télécoms, les infirmières et toutes ces équipes-là en fait qui participent. C'est ça que je trouve intéressant parce que avant le bloc opératoire, c'est le chirurgien, Ah oui, les on était. infirmiers, c'est que du staff médical. Aujourd'hui, tu as avec toi des techniciens dans le bloc, Bien sûr, des ingénieurs. bien sûr, C'est différent bien comme sûr. dynamique. Ah mais bien sûr, c'est un autre métier Mm. en fait. C'est vraiment un autre métier. Le métier a changé. Avant, le chirurgien, c'était le dieu, j'allais dire le dieu du bloc. C'est le boss, Ouais. c'est le patron. Mm. Donc tu viens, c'est toi qui maîtrises. Tu prends le couteau, le bistouri, Mm. tu ouvres, tu exposes. Ouais. Tu es le boss et tu maîtrises tout. Et c'est toi qui maîtrises tout. Mm. Là, non, c'est différent. Là, en fait, il faut travailler en équipe. Si on ne travaille pas en équipe, ça ne va pas se faire. C'est ce qui s'est passé à l'époque lors de l'achat du premier robot. Eh bien, Mm. on n'a pas fait attention à ces détails-là et du coup, on n'a rien fait. Ok. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Mhm. Et avant, eh bien, on avait le sang partout. On était bien. Ouais, il y a cette image qui, ouais, il faut avoir du sang. Là, avec le robot, il n'y a pas de sang? Ben non. Ben Pas du non. tout? Presque pas. Il y a des petites ouvertures, ça saigne un tout petit peu, mais c'est. Mm. Et à l'intérieur du malade, ça saigne un peu, très peu. Parce qu'en fait, comme on voit mieux, Mm. on arrive à maîtriser les saignements. C'est-à-dire, on voit bien les vaisseaux, donc on ne va pas les couper. Mm. L'image, elle est agrandie à x15, x20. Ah ouais, d'accord, ok. Donc voilà, par rapport à la chirurgie traditionnelle, où on voit à l'œil, Mm. et des fois dans des zones profondes, comme la prostate, où il faut mettre la main derrière et essayer de chercher et palper. Ouais, ouais, ouais. Ça ne se fait plus comme ça. D'accord. Donc le métier a changé. Et en fait, là, il a tellement changé que maintenant, il y a une déconnexion entre nos mouvements et ce qu'on voit. Avant, quand on opérait classiquement, même en célioscopie, Mhm. eh bien, on voit ce qu'on fait. Mhm. Là, on ne voit pas ce qu'on fait. On voit le résultat de ce qu'on commande. Donc, on est sur une console de chirurgie, on a la tête plongée dans la console de chirurgie, eh bien, et on guide le robot. Mm. Et donc, on ne voit pas nos mains, on ne voit pas nos pieds. Et Wow. c'est ça, c'est un changement de paradigme en fait opératoire. Mm. C'est pour ça que le virage robotique n'est pas évident. Mm. Il faut pas oublier ce qu'on fait, mais il faut se déconditionner. Mm. Quand on fait de la celluloscopie, par exemple, pour aller en haut, il faut aller en bas. Parce que, tu vois, Ah, c'est un effet de d'accord. levier. C'est Ouais. comme un levier. Ok. Alors qu'en chirurgie robotique, c'est de la microchirurgie. C'est petit, c'est fin. Mm. Il faut vraiment bouger lentement, etc. Donc c'est un changement, mais radical de notre façon d'opérer et de travailler. C'est sûr. Ouais. Et puis il y a opéré un robot sur place et puis il y a opéré à Shanghai depuis, Oh, c'est quelle histoire. depuis Shanghai un patient qui est à Casablanca. Ça, c'est différent quand même. C'est très différent. Alors, ça aussi, quand il m'a dit « rêve en grand », eh bien, je l'ai pris au mot. Et en fait, on parlait de téléchirurgie, Mm. d'opérer des patients à distance. Mm. On a opéré des cochons, des choses comme ça à distance. On a essayé sur l'humain en 2003, mais c'était complètement différent. Il y avait un câble, enfin, c'était complètement, c'était une petite opération. Mhm. Et là, je me suis dit,
Pour pouvoir, disons, proctorer et aider des gens partout au Maroc, pourquoi ne pas opérer à distance, les aider à distance? C'est-à-dire que lui, il va être sur la console sur place et Mm. moi, je suis là, ça sera connecté. Mm. Eh bien, lorsque je dois reprendre la main, je peux la reprendre à distance. Parce qu'en fait, la console de chirurgie, les commandes de chirurgie robotique Mhm. sont reliées au robot qui est implanté sur le patient par un câble électrique. Donc, on peut imaginer une chirurgie à distance. Et donc là, je suis allé voir les équipes et aussi, franchement, je l'ai pris au mot, j'ai pas été déçu. Il m'a dit, allez, banco, on le fait. Parce que ça coûte de l'argent, parce que c'est un essai clinique en fait. Bien sûr. Ça coûte de l'argent. Et il fallait penser et préparer tout ça parce que c'était, on allait au Maroc, tiens-toi bien, battre le record du monde de chirurgie à distance. C'est-à-dire le record, il y avait quoi Du avant? monde de distance. Avant, il y avait des essais de téléchirurgie sur des courtes distances, etc. Mais là, on allait opérer un patient. Le premier dans l'histoire de l'humanité à opérer un patient sur 12 000 km, eh bien, c'est un Marocain. Et ça a été. Un Marocain, je ne parle pas de moi, je parle de l'équipe Ouais, de marocaine l'équipe et du patient. et du Waouh. patient au Maroc. C'était extraordinaire. Les yeux du monde étaient rivés sur le Maroc. Et ça, c'est une source de fierté, mais extraordinaire, Bah, enfin, attends. indescriptible. Bah, bien sûr. Indescriptible. Et donc, il fallait préparer ça. Mm. Et mon esprit cartésien, scientifique, en fait, il m'a aidé parce qu'il fallait chapeauter quand même. C'est le chirurgien qui reste quand même le chef d'orchestre, Mm. même si ce n'est pas moi qui allais m'occuper du réseau télécom, bien évidemment, j'y Mm. comprends rien. Mhm. Mais il fallait s'entourer de gens compétents dans le domaine et c'est des Marocains. Ça a pris combien de temps toute Ça a l'opération? pris. Alors, l'opération, elle a duré pas longtemps parce que c'est une Oui. vraie opération, mais la préparation, elle a duré 4 mois. Tout le monde était pour, tout le monde était pas pour, tout le monde était motivé, Mhm. tout le monde était chaud. Tout le monde était motivé parce qu'en fait, il y avait cette volonté de placer notre pays à l'époque. On allait dans des congrès internationaux, et bien le Maroc n'existait pas. Nous, Marocains, on était là, on applaudissait les autres. Alors que maintenant, eh bien, le Maroc, on est une référence mondiale en téléchirurgie, Mm. en chirurgie robotique. C'est magnifique. Et donc, quand est-ce qu'on va commencer à pouvoir justement faire des chirurgies, par exemple, depuis Casablanca, pour quelqu'un qui est à Rachidia ou Sofro ou... On en a déjà fait au Maroc, Ok, plusieurs, ouais, ok. des patients à Tanger, dans le sud du royaume, etc. Donc là, ça se fait déjà. Ça se fait Wow. déjà. Mais le but, en fait, c'était c'est vraiment de pouvoir former, pas forcément opérer un patient à distance, parce que qu'est-ce que ça coûte, en fait, de prendre l'avion, le train, ou bien de faire venir le patient? C'est intéressant. Non, mais dans le sens où il y a des gens qui décèdent dans le transport, parfois en route vers... Oui, ça, c'est une voie de développement, effectivement. Mm. Mais c'est une chirurgie, en fait, la chirurgie robotique, elle est développée surtout pour des chirurgies plutôt à froid. C'est-à-dire la prise en charge des cancers, où ça peut attendre un petit peu. Ah, d'accord. Euh, C'est-à-dire, en fait, qu'il y a des chirurgies, en fait, qui sont tellement rares qu'il y a quelques patients experts dans le monde. Ça, Mhm. c'est une des utilisations. C'est-à-dire que au lieu de faire voyager le patient à un collègue au Japon, je peux lui dire, tu sais, voyager pour se faire opérer, c'est pas évident. Mm, bien Parce sûr. qu'on est on est stressé. La chirurgie, elle est pourvoyeuse de stress. Mm. Le voyage également. Être dans un pays étranger, on ne parle pas la langue, c'est très difficile. Mm. Donc, le fait de pouvoir rester chez soi et d'avoir la sommité qui peut se connecter à l'étranger ou Mhm. bien dans une ville lointaine et vous opérer alors que vous êtes chez vous, dans votre ville, Mhm. c'est très très bien. Donc ça, c'est une des premières implications. L'autre implication, c'est ce dont je t'ai parlé, c'est la formation. Je pense que c'est la téléformation. Ça, c'est très important parce que le but, c'est pas que je fasse des interventions ou que Bien quelques-uns sûr. opèrent tout le monde. On ne peut pas le faire. Il y a un besoin énorme. Mais il faut former des gens. Et donc, pour les former, au lieu de les faire venir, eh bien, ils peuvent rester sur place. Je peux opérer mes patients ici, former ici, et me connecter à distance pour prendre la main si jamais il y a un souci, etc. Mm. Donc, c'est ça, en fait, l'idée derrière le développement de cette téléchirurgie. Ah, d'accord. Et alors, pour revenir à Shanghai, le problème de la téléchirurgie, c'est quoi? C'est la latence. La latence, c'est quoi? Parce qu'en fait, il faut que le signal voyage. Et il y a un temps de latence. C'est comme lorsque vous regardez par exemple un duplex Mhm. à la télé, Mhm. le gars il pose la question, il y a Oui, quelques. Voilà, oui, et oui. c'est dérangeant. Donc là, il ne faut pas que ça se passe en chirurgie. Tu vois? C'est-à-dire, tu dis vas-y, donne-moi les ciseaux. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut que le temps de latence soit le moins possible.
Et ça, un c'est un monoprocédé. truc de télécom. Ça, c'est un truc de télécom, donc il fallait tester des routes de réseau. Est-ce qu'il fallait passer par l'Inde, est-ce qu'il fallait passer par l'Europe, etc. Et c'est pour ça qu'on a pris 4 mois. Et en fait, la latence, parce que moi, je fais une commande, le signal, il part de ma manette vers le robot qui exécute mon geste, et après, moi, il faut que je vois que ça a été fait. Donc, il faut que le signal revienne. Donc, tout ça, ça prend du temps. Et pour que la latence, cette étude a été faite sur des modèles animaux, Mhm, des modèles animaux, pour que la latence ne soit pas soit safe pour le patient, mhm. il faut qu'elle soit inférieure à 200 millisecondes. 200 millisecondes. Donc il fallait tester toutes les routes et on est arrivé à trouver une route avec une latence moins de 200 millisecondes et c'est comme ça qu'on a lancé l'aventure. Waouh. Et aussi, ce robot chirurgical, en fait, il est doté d'une technologie de téléchirurgie parce que 200 millisecondes, ça reste quand même perceptible. Ça reste quand même gênant. Ok. On le sent. Mhm. Ils ont développé un logiciel qui va ralentir nos mains pour pallier à la latence. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire ça et voir que mes gestes sont saccadés, eh bien, ça va ralentir mes gestes en fonction de la latence pour que j'ai juste l'impression d'opérer un petit peu plus lentement que d'habitude. Et ça a tout changé. Et donc, c'était un patient qui est venu me voir. Il était, je lui ai parlé, bien sûr, il faut être transparent. Mhm. Alors, pour faire ça, il faut qu'il y ait une équipe sur place, parce qu'on est en essai clinique. Imagine s'il y a quelque chose qui se passe. Bien sûr. On a toujours, en fait, que ce soit en chirurgie robotique, en téléchirurgie, ce qu'on appelle un contingency plan, un plan de contingence. Si jamais le plan A ne marche pas, il faut qu'il y ait un plan B aussi safe, et un plan C et un plan D, Mhm. pour que ça se passe toujours bien pour le patient. On peut s'inquiéter, se dire, voilà, si jamais, là aussi j'ai pas mal de questions des patients qui me disent si jamais le courant se coupe. Oui, il peut se couper là, mais donc il y a en fait un chirurgien expert en chirurgie robotique qui est présent sur Sur place, place. qui est prêt à prendre la main si jamais il y a un problème. Mhm. Sachant que avant d'opérer un patient, on a fait plusieurs essais. Plusieurs essais. On a fait plusieurs essais sur plusieurs mois. Mhm. Et on a vu en fait que sur plusieurs heures, on avait un réseau qui était stable. On avait une latence qui était faible. Et c'est comme ça, en fait, on a eu l'accord du patient. Il était très content. Enfin, je l'avais opéré un samedi. Mhm. Il était rentré la veille. Il a vu en fait qu'il y avait beaucoup de monde parce qu'en fait c'est quand même Bien sûr. un essai clinique. Il fallait que ça se passe bien. Donc il y avait 2 médecins anesthésistes, il y avait plusieurs infirmiers, il y avait plusieurs chirurgiens qui étaient là. Donc il était bien entouré, il était content. Voilà, je suis bien. Je suis bien. Il Bien pris en il y charge. a pas qu'un seul cerveau. Il y a une dizaine de cerveaux qui m'accompagnent. Et donc j'ai opéré en Chine. C'était le matin en Chine, l'après-midi ici. Mhm. Comme je t'ai dit, les patients peuvent sortir le lendemain. Ça s'est passé, c'était nickel. J'ai opéré comme si je l'opérais à côté. Et le lendemain matin, il était prêt à sortir et il voulait attendre que je vienne. Donc moi, j'ai pris l'avion, c'est 12 heures de vol. Et j'ai atterri à dimanche à 16 heures et j'ai vu comme toi et moi, habillé, prêt à sortir. Et ça, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Et on a continué à faire ça au Maroc. Entre Tanger et Casablanca, ça a fait le tour du monde. Mhm. C'est J'ai eu des gens qui incroyable. m'ont suivi de TF1, des journalistes qui sont Bien venus sûr, on a nous tous voir, vu. Oui, oui, oui. qui sont venus voir une équipe marocaine, ce qu'elle a réussi à faire. Et ça, c'est vraiment un vrai motif de fierté. Bien sûr. Ah, Je peux imaginer. Et je peux imaginer aussi du coup, on peut exporter bien ces sûr, compétences mais et bien ces sûr, capacités-là en Afrique, peut-être. absolument. Donc là, tu es en train de lire dans nos pensées. Tu as vu, on t'a filé nos projets au Canada. Alors, donc, oui, l'idée, c'est de développer d'abord au Maroc, enfin, d'abord en parallèle au Maroc, dans les différentes villes marocaines, c'est en train d'être fait. Mhm. Et bien sûr, pouvoir aider le collègue. J'étais il n'y a pas longtemps voir des collègues en Égypte Mhm. pour justement parler de notre expérience de chirurgie robotique, de téléchirurgie. Et voilà, bientôt, on va être connecté aux Égyptiens, aux Tunisiens. Il y a des pays amis d'Afrique francophone en fait, qui sont intéressés par la technologie. Et du coup, on est prêt à exporter cette maîtrise, hein. Mhm, mhm. Donc ça va se faire, Inch'Allah. Inch'Allah. Bah, vu les délais, là, tu me dis 5 mois, 4 mois, j'imagine que ça va se faire. Ça va vite, hein. Ça va vite. Ça va très vite. Ça va se Ça faire va très vite. rapidement. Parfait. Je voulais juste toucher un petit sujet de la diaspora. Je t'ai entendu parler du fait qu'il y a pas mal de Marocains qui sont formés à l'étranger pour spécifiquement la chirurgie robotique. Avant, ils ne pouvaient pas rentrer au Maroc Bien parce sûr. que justement, ils ne pouvaient pas opérer de façon classique. Donc, ils ne pouvaient pas trouver de job.
Aujourd'hui, c'est possible parce qu'on a Aujourd'hui, c'est possible. l'infrastructure pour. Est-ce que du coup ils rentrent? Est-ce que vous les approchez? Est-ce qu'ils Bien rentrent, sûr. ils ont l'initiative de rentrer tout seuls? Alors, il y a les deux. Je les approche et ils ont aussi l'initiative. Ils m'approchent aussi parce que on a des compétences marocaines à l'étranger. Mhm. Là, ils sont formés à la chirurgie robotique, ils sont très bons et ils sont prêts à franchir le pas. Ils sont assez nombreux, mais laisser une vie ailleurs n'est pas facile. Bien sûr. Voilà, parce qu'en fait, ils ont leur vie, leur maison, leur famille, les enfants sont à l'école, etc., etc. Donc franchir le pas n'est pas facile, mais ils sont tous intéressés par l'idée de rentrer au Maroc, développer l'activité robotique, parce Mhm. qu'il y a un besoin. Mhm, Il y a un besoin. Et les patients sont très reconnaissants. Ils sont très reconnaissants. bien sûr. Ça n'a pas de prix. Mhm. Et donc, j'ai des collègues d'Allemagne, de France, des Américains. Hier, j'ai discuté avec un Jordanien, un Palestinien jordanien qui travaille aux États-Unis Mhm. et qui souhaite venir travailler au Maroc. Parce qu'il a vu Parce évidemment qu'il a vu que c'était possible, il a vu que c'était bien et il a vu qu'il voulait venir exercer dans un lieu où on exerce comme là-bas, comme chez lui, Mhm. et où il peut être bien dans un pays musulman, etc. Donc, voilà, j'ai été approché par pas mal de monde. J'ai eu des gens de partout qui sont venus voir ce qu'on faisait, Mhm. d'Europe, d'Asie, de Moyen-Orient, du Liban. Voilà. Donc il y a un Donc ça bouge, vrai ça bouge, ça intérêt. bouge, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup et c'est très stimulant. Génial. Vous êtes bien occupé là. Ah, très, très occupé, effectivement. Top. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un sujet important peut-être que j'ai oublié d'aborder, à ton sens, que ce serait intéressant d'ajouter? Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de ce que je fais, de la cancérologie, Oui, bien sûr. prostatique? Mhm. Alors ça, c'est un sujet aussi qui me tient à cœur parce que euh, le cancer de la prostate, c'est, on est tous concernés. Parce que soit on est des hommes, parce que c'est le premier cancer masculin, c'est le cancer de la prostate. Et parce qu'on a tous un père, un mari, etc. Donc on est tous concernés par le cancer de la prostate. Mhm. Et le cancer de la prostate est un cancer qu'on peut guérir. Mais il y a une condition. Il faut le dépister à un stade précoce, à un stade où il ne donne pas de signes cliniques parce que c'est un cancer qui est silencieux, qui est sournois, il évolue à bas bruit. Mhm. Donc en fait, lorsqu'on a des signes cliniques, c'est déjà trop tard et on ne peut pas vous guérir. Mais on a des moyens très simples pour le dépister. Mhm. C'est une simple prise de sang. D'accord. Une simple prise de sang qui peut être prescrite par tout le monde, par des médecins généralistes, elle est faite partout. Une simple prise de sang à partir de 50 ans, tous les ans, et ça nous permet de dépister le cancer de la prostate à un stade précoce. Quand on a un antécédent familial, quand on a un père, un oncle, etc., qui a un cancer de prostate, là, il faut commencer à partir de 40 ans. Ok. Mais à partir de 50 ans, tout le monde doit aller se faire dépister du cancer de la prostate parce qu'on peut les guérir. Lorsque c'est trop tard, eh bien, c'est trop tard. Mhm. Moi, je me souviens quand j'ai commencé ma spécialité, on ne voyait pas du tout de cancer localisé. Les cancers qu'on peut guérir, ce sont des cancers localisés à la prostate. Mhm. Lorsqu'ils sont métastatiques, lorsqu'ils sortent de la prostate, là, c'est trop tard. Il n'y a que du palliatif. On accompagne les patients, c'est pas ça le but. Mhm. À l'époque, on voyait presque que des patients à un stade dépassé. Là, alhamdoulilah, peut-être qu'il y a un biais de sélection, peut-être, parce ils viennent me voir. Mhm. On a des patients qui sont dépistés grâce au dosage du PSA. Ça coûte pas cher du tout Ok. et c'est disponible. Et à partir, c'est juste, comme je te disais tout à l'heure, c'est juste un manque d'information. Mhm. Les gens, il faut qu'ils soient informés. Et quand on a dépisté ce cancer à stade précoce, eh bien, on peut tout faire. On peut le surveiller parce qu'il peut être gentil. Mhm. Lorsqu'il est agressif, on peut le traiter. Grâce à la chirurgie robotique, le traiter, le guérir du cancer et préserver les éléments importants. Pourquoi est-ce que les patients ils étaient réticents avant à se faire opérer? Parce qu'on les opérait par méthode traditionnelle, on ouvrait, on ne voyait rien. Après, les patients, ils surinaient dessus, ils étaient Mhm. incontinents, Mhm. ils avaient une impuissance totale, Ouais. et c'est pour ça que c'était compliqué. Là, on arrive à voir ce qu'on fait. Et donc, on préserve les nerfs, on préserve les muscles de la continence, et les patients donc, peuvent être guéris de leur cancer Sans déranger les sans autres. déranger, sans être incontinent, sans avoir d'effets secondaires. Donc voilà, donc ça c'est très très important. Donc dépistage, elle est où la caméra? Elle est là. Oui. Dépistage, n'oubliez pas à partir de 50 ans, il faut aller vous faire dépister s'il vous plaît parce que le dépistage sauve des vies.
Et ça, c'est important. Merci. Voilà, Merci beaucoup de le dire, c'est important. voilà, donc ça, c'était la chose que je voulais rajouter. Merci. Merci, docteur. Bah, je t'en prie, merci à C'était un toi. plaisir. C'était super de discuter avec toi et bravo pour ce que tu fais toi aussi. Merci. Bravo de nous aider en fait à sensibiliser les gens. À sensibiliser les gens parce qu'en fait, l'information, elle est importante. L'autre challenge au Maroc, c'est avoir la bonne information parce qu'il y a beaucoup de charlatanisme. Je vais rajouter un truc. Bien sûr. Il y a beaucoup de charlatanisme qui gangrène un petit peu le système de santé au Maroc. Pas dans les systèmes structurés, mais beaucoup de fausses informations, beaucoup d'influenceurs qui disent n'importe quoi, beaucoup de dégâts qui sont faits. Parce qu'en fait, je fais principalement de la cancérologie, mais je suis urologue, donc je fais aussi de la sexologie masculine. Il y a beaucoup d'influenceurs qui se disent venez, je vais vous injecter des choses dans vos organes génitaux pour agrandir le pénis. Et ça ne marche pas, ça crée des dégâts. J'ai vu des dégâts, je les ai vus. Des patients qui se sont fait injecter des trucs dans leur pénis. Et après, ça nécrose, ça meurt. Donc voilà, vraiment faites attention, allez voir l'information là où elle est. On a des professionnels de la santé qui sont compétents. Il y a des podcasts comme le tien. L'information, elle est disponible sur Internet. Donc vraiment, faites attention à vous et cherchez la bonne information. Parfait. Merci beaucoup, Younes. Je t'en prie, Merci. Voilà.